Bonsoir à tous, bienvenue dans la dernière édition du journal. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité ? La Côte d'Ivoire a pris part aux assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale à Washington. Maintenir la confiance avec ses partenaires au développement figure en bonne place parmi les objectifs. Les ministres des Finances et de l'Économie ont mené des discussions stratégiques pour le développement économique du pays. Il aurait célébré son 120e anniversaire ce samedi 18 octobre 2025. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Cet anniversaire a été tout de même célébré par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Au menu, messe d'action de grâce, remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et puis au Kenya, les obsèques de l'opposant Raila Odinga rassemblent des milliers de personnes. L'opposant historique repose désormais aux côtés de son père dans le mausolée familial à Bondo, dans cette ville de l'ouest du Kenya où ses obsèques se sont tenues ce dimanche 19 octobre. L'émotion était à son comble. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 23h. On entame cette édition à des milliers de kilomètres d'ici. Les assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale se sont déroulées à Washington du lundi 13 au samedi 18 octobre 2025. La Côte d'Ivoire a pris part à ce sommet mondial incontournable de la finance et de l'économie. Le ministre des Finances et du Budget et la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement ont œuvré à renforcer les liens de coopération. C'est ce que nous dit Serge Coléa. Mission au pas de course, la délégation ivoirienne intensifie les contacts à Washington. Les ministres ivoiriens ont pris part à plusieurs rencontres de haut niveau. La ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Nialé Kaba, et le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, ont fait le point avec le groupe de la Banque mondiale à travers son vice-président Ousmane Diagana et toute son équipe. Grâce à l'expérience de la Côte d'Ivoire, le président du groupe de la Banque mondiale nous a invités, tous les vice-présidents de la banque, à identifier 50 pays dans le monde à faire la même chose. Donc c'était le moment pour nous de féliciter la Côte d'Ivoire. Désormais, la Côte d'Ivoire est en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, un des pays les plus avancés avec un taux d'accès à l'électricité qui dépasse les 80%. Et depuis le lancement de cette initiative, il y a 3 millions d'Ivoiriens qui ont été connectés, ce qui nous donne des assurances que d'ici 2030, la Côte d'Ivoire peut atteindre l'accès universel, peut-être en tout cas le seul pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il y a d'autres initiatives majeures qui ont été discutées, qui vont être lancées, telles que l'accès universel à la santé, où la Côte d'Ivoire a déjà une stratégie et une politique extrêmement importante. À Washington, la Côte d'Ivoire consolide sa collaboration avec les partenaires au développement. Une mission intense qui s'achève avec un succès. La question du capital humain, la mobilisation des financements extérieurs, mais également sur la question importante de mobilisation des financements intérieurs. Qu'est-ce qui marche chez les autres et qu'on pourrait efficacement dupliquer. Avec le plan national de développement, nous avons pu travailler avec les équipes de la Banque mondiale pour rédiger ce plan qui est tout à fait pertinent, qui est avant-gardiste et avec lesquels nous allons travailler pour faire en sorte que dès 2026, nous puissions rentrer avec vigueur, avec satisfaction dans la mise en œuvre de ce plan national de développement. Nous avons rencontré beaucoup de nos partenaires, nous avons eu des échanges avec eux, nous avons la confirmation que la Côte d'Ivoire continue d'être considérée comme un pays leader. Pas seulement au niveau de l'espace UEMOA, mais au niveau du continent. La perception est très très bonne. La Côte d'Ivoire bénéficie d'une audience très positive de la part en fait, de tous nos partenaires. Je crois que nous devons nous réjouir de cela. Nous avons un président de la République qui a une vision qui est appréciée au plan international, qui montre effectivement que les Ivoiriens peuvent être fiers de leur président. Les assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale constituent un rendez-vous incontournable de l'économie mondiale. Bonne moisson pour les ministres ivoiriens qui regagnent aussitôt Abidjan pour d'autres échéances.
Je vous donne à présent lecture de ce communiqué émanant de la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante informe les électeurs et les électrices que l'opération de distribution des cartes d'électeurs initialement prévue s'achever le lundi 20 octobre 2025 est prolongée jusqu'au mercredi 22 octobre 2025 à 17h dans les lieux de vote sur l'ensemble du territoire national. La CEI rappelle que les pièces requises pour le retrait de la carte d'électeur sont les suivantes. La carte nationale d'identité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI ou le certificat de nationalité ivoirienne. À titre exceptionnel, les électeurs et les électrices peuvent également retirer leur carte sur présentation de leur ancienne carte d'électeur. La Commission électorale indépendante compte sur le civisme de toutes et de tous pour le bon déroulement et l'achèvement de cette opération essentielle pour le processus électoral. À Abidjan, on met le cap sur le centre de perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'État, une structure sous tutelle du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Ce centre a été inauguré par le Premier ministre Robert Begré-Mambé il y a quelques semaines à Adjamé, baptisé du nom de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il forme 2000 auditeurs par jour sur plusieurs modules. Notre équipe de reportage, conduite par Grace Kondo, nous ouvre les portes de ce centre. Nous ne sommes pas dans un complexe sportif, mais plutôt au centre de perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'État dans la commune d'Adjamé. À peine inauguré il y a quelques semaines, ce centre est déjà en pleine activité. Cet après-midi, nous retrouvons des médecins nouvelles recrues en plein cours. Ils sont 585 formés sur la discipline par la gendarmerie nationale. J'accueille bien le module, vu que ça nous permet de connaître un peu les institutions étatiques de notre pays. Mais la partie physique est un peu compliquée pour nous qui ne sommes pas vraiment sportifs. Ça nous enseigne la discipline, comment se comporter, comment réagir et aussi le respect de la hiérarchie. Une fois affecté, on pense que tout ce qu'on aura appris ici nous permettra d'instaurer la rigueur dans le travail, la discipline dans nos différents services et de pouvoir travailler en bonne ambiance avec nos collaborateurs. 2 programmes de formation en administration de base et d'accompagnement de carrière sont dispensés dans ce centre. Le ministère de la fonction publique a compris qu'il fallait mettre en place ce programme de formation pour leur expliquer un tant soit peu les bases de notre administration afin de faciliter la tenue de leur premier poste de travail. De même pour les professionnels, on s'est rendu compte avec le rapport diagnostic de la formation continue qu'il y avait une certaine catégorie d'agents publics qui pouvaient faire toute leur carrière sans jamais prendre part à des actions de formation. Nous avons donc compris qu'il fallait alors que ces personnes viennent pour suivre un programme de formation, d'accompagnement de carrière. Ces modules concernent le droit administratif, la déontologie de la fonction publique, le management des organisations, le protocole et les savoir-vivre, la rédaction administrative. Les nouveaux fonctionnaires n'ont pas forcément une bonne compréhension de notre administration publique. Et ces modules-là viennent leur donner une base. Les fonctionnaires admis au concours professionnel passent à un autre grade supérieur et ils occupent un autre poste de travail. Nous nous sommes rendus compte qu'il s'avérait nécessaire de pouvoir mettre en place ces différents modules pour les accompagner à pouvoir occuper au mieux leur nouveau poste de travail. Ce centre de perfectionnement forme par jour 2000 auditeurs, toutes catégories confondues, à la grande joie des apprenants. C'est une très belle formation, on apprend beaucoup. Nous sommes aides-soignantes et je pense que c'est dans la formation, ils vont nous dire comment accueillir les malades. Il faudrait qu'on les accueille avec vraiment un sourire, qu'on les apaise. Et on veut beaucoup apprendre parce que vraiment la formation, ça nous ouvre au monde du travail. Il y a des choses qu'on passait pour pouvoir savoir. Mais aujourd'hui, à l'épreuve, on se rend compte que ce n'était pas évident. Alors c'est vraiment une grande plus-value pour nous. Et à l'avenir, il faut vraiment encourager cette formation. Des cours théoriques, certes, mais aussi des cas pratiques. La théorie, d'accord, mais c'est comment réagir sur le terrain. Le cas pratique, un chef de service qui a remplacé quelqu'un où il y avait la tension et il a utilisé les outils, il a utilisé les méthodes et il a rétabli un bon climat. Nous repartirons de cette formation avec des outils bien mérités à notre niveau
Et nous ferons l'effort de les répercuter au niveau de tout ce personnel qui est à notre disposition. Et le pays pourra aussi compter sur nous. Pour le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, la loi 2023 du nouveau statut général de la fonction publique réaffirme le droit de chaque fonctionnaire et agent de l'État à la formation continue. L'antenne, qui était juste un petit centre de formation, se transforme et prend une dimension plus grande, notamment celle d'un centre de perfectionnement pour les fonctionnaires et agents de l'État. Les objectifs, c'est vraiment d'accompagner la politique de formation continue des fonctionnaires et agents de l'État, mais aussi de formation initiale des fonctionnaires. Le tout étant de faire en sorte que les agents publics soient toujours performants, soient toujours outillés pour relever les défis qui se présentent dans notre administration publique. Atteindre des résultats probants, une formation qui s'impose à tous. En matière de formation, le fonctionnaire ou l'agent public devrait être un demandeur. Il devrait réclamer, exiger que l'administration le forme. Donc, lorsque l'administration elle-même prend les initiatives pour les former, il devrait recevoir cela avec beaucoup d'enthousiasme. Malheureusement, il y a certaines catégories d'agents publics qui n'avaient pas compris, dans un premier temps, la nécessité de cette formation. Mais je pense qu'après des explications, tout est rentré dans l'ordre et tout le monde adhère pour que le centre puisse jouer son rôle et que nous ayons, au sortir de ces formations-là, des fonctionnaires nouveaux disposés à rendre le service public aux citoyens de manière efficace selon la vision du chef de l'État. Ce centre de perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'État, baptisé du nom de l'ancien Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, pour rappel a été inauguré le 23 septembre dernier par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Dans le cadre de sa politique d'insertion socio-professionnelle, l'agence Emploi Jeunes a accordé à une centaine d'apprenants de se perfectionner dans les métiers de la plomberie. Mieux outillés, ils sont prêts à investir le terrain. La fin de leur formation a été marquée par une cérémonie de remise de diplômes dans la commune de Cocody, sous les yeux témoins de Michel Mambo. Une cohorte de plus de 100 jeunes formés au métier de la plomberie. Après 6 mois de formation, par apprentissage adapté aux besoins du marché de l'emploi, ils sont désormais aptes à intégrer les entreprises de la place. Nous manquions de compétences sur le terrain parce qu'à chaque fois qu'on demande des emplois, on nous demande que savez-vous faire. Donc voilà pourquoi on a décidé comme ça d'apprendre la plomberie afin d'avoir une compétence. Je prévois créer ma propre entreprise, former des jeunes. Voilà, donner la chance aussi à d'autres jeunes de connaître, d'apprendre aussi comme moi aujourd'hui. Cette cérémonie de remise d'attestation marque donc le clou de plusieurs semaines d'abnégation au travail et de sacrifice. Une formation à l'initiative de l'agence Emploi Jeunes. Nous avons l'assurance qu'au moins 50 à 60% de ces jeunes seront insérés après leur formation parce qu'il y a des entreprises qui ont sollicité la formation. Nous leur donnons aussi des formations en éducation financière, en entrepreneuriat, en gestion du budget familial parce que nous voulons former des citoyens complets. Et là, de donner la possibilité aux jeunes de suivre une formation théorique, il y a aussi la phase pratique qui est un élément essentiel aussi pour nous dans le processus de la formation des jeunes. Donc on a suivi réellement le processus jusqu'à la fin aujourd'hui. Nous sommes venus encourager les jeunes, les féliciter. Pour cette année 2025, plus de 20 000 jeunes sont ciblés par l'agence Emploi Jeunes sur le territoire national dans le cadre de la formation par apprentissage et la formation, reconversion et requalification. Nous sommes en pleine période de campagne électorale et cela suscite de nombreuses inquiétudes, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du système éducatif. À Boaké, les établissements préscolaires, primaires et secondaires affichent une résilience remarquable. Parents, enseignants, responsables d'établissements et élèves témoignent d'une volonté de préserver la bonne marche de l'école en cette période de campagne électorale. Constat avec Gladys Conan et Soro Corona. L'école se porte bien à Boaké, capitale de la paix. Dans les établissements préscolaires, primaires et secondaires, les cours sont dispensés. Apprenants et enseignants sont présents. Depuis la rentrée, les cours se déroulent normalement jusqu'à ce jour. Les enseignants sont en classe. Nous commençons ici les cours de 7h pour terminer à 13h, puis revenir pour les activités de l'après-midi. On suit notre programme de façon officielle depuis le 8 septembre. Les cours ont commencé.
nous on continue nos programmes. Jusqu'à ce jour, nos élèves sont assidus. Les professeurs viennent, l'administration est là tous les jours. Comme à l'accoutumée, les parents déposent leur progéniture pour les cours et reviennent les chercher à la pause à midi, ainsi que dans l'après-midi après les classes. Je suis venue chercher mon fils, il fait une petite session. Nous, ça ne nous arrange pas que les enfants restent à la maison. L'éducation nationale, il y a un emploi du temps. Au lieu que les enfants restent à la maison, moi, ils voient que c'est inutile. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Bouaké 2 s'est réjoui du bon déroulement de l'école dans sa circonscription administrative. Les cours se déroulent. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter pour le bon déroulement des enseignements. Les cours se déroulent parfaitement. À Bouaké, les campagnes électorales n'entament rien le bon fonctionnement de l'école. Au chapitre santé, l'offre en sang dans la région du Cavali va s'élargir. Guiglo, son chef-lieu de région, va abriter un centre départemental de transfusion sanguine dont la première pierre a été posée récemment. Retour sur la cérémonie dans ce reportage commenté par Yafolo Desana. Centre départemental de transfusion sanguine de Guiglo, la pose de la première pierre s'est déroulée en présence des autorités sanitaires, élus, cadres et populations. Cet établissement va répondre à un besoin crucial. À Guiglo, en 2012, la principale cause de décès maternel et infantile était liée au manque de sang. Nous nous sommes rendus compte que le sang était quelque chose de capital véritablement pour la suivi de nos mamans dans nos centres de santé. Les travaux vont durer 6 mois et vont coûter à l'État de Côte d'Ivoire la somme de 600 millions de francs CFA. Cela se fera sous la supervision du ministère de la Santé qui a déjà lancé les projets de construction des banques de sang dans les villes de Diokwe et de Bundiali. Un centre départemental de transfusion sanguine, pourquoi? Pour permettre de disponibiliser sur place le sang à travers une politique de sensibilisation. Ce projet voit le jour grâce à l'implication des autorités et des collectivités décentralisées, notamment le Conseil régional du Cavali et la mairie de Guiglo. Nous posons aussi les bases d'une Côte d'Ivoire plus résiliente face aux urgences sanitaires. L'activité était couplée avec l'opération de don de sang à l'effet de venir en aide aux personnes en situation d'anémie sévère, des accidentés et des femmes en travail. Dans le même chapitre, l'association Das Academy a organisé récemment une sensibilisation contre le cancer du sein à l'université Félix Houphouët-Boigny, une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose visant à montrer l'importance du dépistage précoce. Roxane Ambaché, Didier Nguessan, William Begré. Les étudiants sont sensibilisés au dépistage du cancer dans le cadre d'Octobre Rose. Une campagne initiée par l'association Das Academy visant à faire de la santé le pilier de la réussite estudiantine. C'est une très belle initiative parce qu'elle nous permet de sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas assez informées. C'était vraiment d'informer les jeunes sur le fait que cette maladie est dévastatrice. Et justement, dans le cadre de notre projet Das Academy, on veut permettre aux jeunes de pouvoir s'épanouir professionnellement et de pouvoir facilement atteindre leurs objectifs professionnels. Les réflexions ont porté sur l'importance du dépistage et du suivi psychologique pour un avenir académique et professionnel durable. Un thème qui ne laisse pas indifférent Eric Tabar, activiste de longue date de la cause. En tout cas, je remercie beaucoup le ministre de la Santé parce qu'il nous accompagne dans toutes les actions qu'on mène. Et c'est pour cela qu'on a décidé de parrainer, parce que c'est ça le plus important. C'est vrai qu'on a des projets, on est étudiants. Donc on veut devenir, on aspire à entrer dans la vie sociale, mais il faut aller en bonne santé. Ce sont plus de 200 femmes dépistées par l'association. À travers cette initiative, elles s'engagent aux côtés des étudiants pour promouvoir le dépistage précoce en milieu universitaire. À l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée le 15 octobre, le thème du magazine du dimanche était la femme rurale et le travail de soins non rémunérés. Comment reconnaître et alléger le poids de ce travail invisible? Pour y répondre, Dr Ibrahim Diarra, directeur du CIRES et coordonnateur du projet TICA, était l'invité de Hamza Diaby. Je vous propose un extrait de cette interview. Alors, il s'agit généralement de tout ce qui est lié donc à la cuisine, tout ce qui est lié donc aux soins aux personnes âgées, mais tout ce qui est lié également à l'attention qui est faite au niveau donc du ménage et de la maisonnée. C'est
des activités qui sont réalisées, mais qui en contrepartie ne bénéficient pas d'une rémunération. Ça concerne effectivement toutes les zones, mais le milieu rural, parce que elle mène des activités exclusivement dédiées aux soins donc non rémunérés, mais également, elles font également des travaux champêtres. Après soumission donc d'un projet au CRDI, il y a eu 19 projets qui ont été retenus, donc 4 francophones et celui donc du CIRES, qui consiste à distribuer à un groupe de femmes identifiées pour que le maillon de la cuisson puisse être allégé, donc avec une cuisson rapide, et que cette cuisson rapide-là lui permette de dégager du temps. Et dans le deuxième volet de notre projet, il est question donc de les aider à mettre en place des AGR, mais qui permettent d'aller à son autonomisation. Et nous pensons que si nous le faisons, nous avons la possibilité, à travers donc des données de recherche, de montrer effectivement que si on joue sur tous les maillons qui consistent au travail de soins non rémunérés, on apporte une plus-value, pas seulement à la femme, mais une plus-value à la communauté, mais également à l'État. Ce 18 octobre 2025, ce grand homme aurait eu 120 ans. Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Ce 120e anniversaire de naissance a été célébré ce samedi à Yamoussoukro par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Au menu, messe d'action de grâce, remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. 2 actes pour perpétuer l'œuvre de celui que la conscience collective appelle apôtre de la paix. Léon Brou. Il aurait eu 120 ans ce 18 octobre 2025. Félix Houphouët-Boigny, 32 ans après sa mort, toujours vivant à travers son œuvre de paix. Œuvre à laquelle est consacrée la thèse du docteur Aounou Morel, l'ivoirien étudiant en Europe, désigné prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, édition 2025. C'est un honneur pour moi aussi de représenter Ched qui a, depuis des années, plus de 7 ans, 8 ans, a eu l'envie vraiment de travailler sur Félix Houphouët-Boigny pour comprendre fondamentalement les problèmes qui minent nos sociétés, de comprendre vraiment la vision que le père fondateur avait pour la Côte d'Ivoire et le combat qu'il menait. Comme en 2024, pas de lauréat pour le niveau master à cette 8e édition du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La Fondation juge trop immense et profonde l'œuvre de paix de son fondateur. Pour autant, elle estime satisfaisante la contribution de tous à la promotion de la paix. Mes équipes ont parcouru toute la Côte d'Ivoire pour faire des formations à la culture de la paix. Ça a été notre contribution et nous souhaitons que les élections soient apaisées, que notre pays ne reconnaisse plus la guerre que nous avons connue. Promouvoir et perpétuer l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny, finalité du prix de la recherche, il est institué en 2017 et célébré le 18 octobre de chaque année comme cette messe d'action de grâce en la basilique Notre-Dame de la Paix pour marquer le 120e anniversaire de naissance de Félix Houphouët-Boigny. On termine l'actualité nationale en culture avec l'Abissa 2025. Le samedi de l'Abissa est qualifié d'apothéose. Il s'agit du dernier jour où le tam-tam sacré des Nzima Kotoko, les Dongbole, retentira dans le royaume. Pour ce jour, visiteurs curieux et habitués sortent par milliers pour danser et vibrer une dernière fois dans une ambiance surchauffée. Les temps forts de cette journée avec Davis Oyo. Le samedi de l'Abissa est l'apothéose de la fête du Nouvel An du peuple Nzima. Il draine un beau monde estimé à plus de 10 000. S'il y a autant de personnes, c'est parce que cette journée est consacrée à la seconde sortie du roi des Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire, Aoulé, à Montanoui, sur la place Abissa. Aux côtés du roi des Nzima, la reine-mère Nguétié Eba II, le directoire des rois et chefs traditionnels et son invité spécial, le roi du Tiapou, Sa Majesté Aoulé Koulouchi IV. Comme les groupe Atuenkwasi, groupe Konyele, les Nzima Adouvlé et les filles de la cour royale investissent la place Abissa pour exprimer leur attachement et leur unité autour de la culture Nzima par des pas de danse cadencés au rythme du tambour sacré.
Habitués visiteurs sont bercés par la frénésie distillée par les derniers sons du tam-tam sacré, le Ndomboli. Grande manifestation d'une ferveur populaire, de la manifestation d'une culture extrêmement vivace autour de la figure du roi. J'ai été absolument impressionné par la qualité de l'exécution des danses, des défilés, des différents rituels et ça me donne davantage envie encore de me plonger dans les différentes cultures du pays. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour nous parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que nous allons danser le Dembélé. On sera là encore l'année prochaine à cette même date-là pour célébrer cette fête-là. Dans cette ambiance surchauffée, se greffent les maîtres de la critique sociale. Ils bénéficient d'une immunité pendant l'exercice de leur mission. Ce geste matérialise l'existence de la démocratie dans les cultures africaines, notamment dans le royaume Nzima. Les instrumentistes procèdent à 3 tours de la place Abissa. Cette procession précède le renversement du tam-tam sacré qui marque la fin de l'Abissa. En attendant, fils et filles Nzima continuent de danser jusqu'à la fin des dernières sonorités du tambour ancestral, le Ndomboli. Hors de nos frontières à présent, au Kenya, les obsèques de Raila Odinga rassemblent des milliers de personnes. Figure de l'opposition, 5 fois candidat malheureux à la présidentielle, l'ancien Premier ministre est décédé mercredi 15 octobre en Inde à l'âge de 80 ans. Le retour de sa dépouille au Kenya a été marqué par une journée intense de ferveur. 5 personnes ont perdu la vie lors de mouvements de foule à Nairobi. Raila Odinga a été inhumé dans le mausolée familial. Ses partisans ont ensuite envahi le cimetière pour saluer une dernière fois l'opposant historique. Je vous propose à présent le 7 sur 7 pour évoquer l'actualité brûlante de la semaine. Visite de 3 continents, l'Amérique, l'Europe et l'Afrique avec nos reporters Christian Kouakou et Léon Brou. Lundi, le Venezuela a fermé son ambassade en Norvège en guise de protestation contre le prix Nobel de la paix de l'opposante Maria Machado. Mais Oslo dit maintenir le dialogue avec Caracas en rappelant qu'elle n'intervient pas dans l'attribution du prix. Les États-Unis annoncent la saisie ce mardi de 27 271 bitcoins, l'équivalent de 12 milliards 300 millions d'euros, dans une gigantesque opération dite arnaque au sentiment contre un groupe criminel cambodgien. Réveil pour Marine Le Pen dans sa contestation de son inéligibilité. Avec exécution provisoire, le Conseil d'État a refusé ce mercredi de transmettre sa contestation au Conseil constitutionnel. Jeudi, les tirs des forces de sécurité ont fait 3 morts dans un stade de Nairobi, au Kenya, lors d'un rassemblement pour rendre hommage à l'opposant historique Raila Odinga. Mesure phare du plan d'austérité, la taxe des paiements mobiles toujours pas encore en vigueur 2 mois après son instauration au Sénégal, le gouvernement fait face à une levée de bouclier devant cette mesure visant à lever 350 milliards d'euros. Alors qu'il détient le record de longévité à cette fonction, Benjamin Netanyahou annonce qu'il briguera un nouveau mandat de Premier ministre lors des prochaines élections israéliennes. À 38 ans, Lionel Messi finit meilleur buteur du championnat américain avec un triplé et 29 buts inscrits en 28 matchs. Il devrait être encore désigné meilleur joueur de l'année, titre que l'Argentin n'a pas encore décroché. C'est la fin de ce journal. Retrouvez-le sur notre plateforme RTI Play ainsi que les précédentes éditions. Merci infiniment de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.